Nous allons parler aujourd'hui de la plus grande chaîne de montagnes de la planète, c'est-à-dire l'Himalaya, ou plus précisément les Himalayas, parce qu'il y a plusieurs chaînes de montagnes dans ce complexe himalayen. Alors, vous voyez où cette chaîne de montagnes se situe. Vous voyez l'Inde ici avec ses deux cornes, vous voyez la Chine, vous voyez ici les anciennes républiques de l'Union soviétique, et vous voyez donc cette chaîne, c'est un chapelet où se juxtaposent toute une série de chaînes que la tectonique, c'est-à-dire la poussée de la plaque indienne vers le nord, a juxtaposé. Donc, il ne faut pas imaginer une chaîne comme la chaîne des Pyrénées. Il faut imaginer 4, 5, 6 chaînes comme la chaîne des Pyrénées, rassemblées les unes aux autres. Alors, les Himalayas, ça n'est qu'une partie, mais si on avait la possibilité d'aller ici, là, on verrait qu'il y a depuis le Pamir ici jusqu'aux Altaïdes en Mongolie, et il y a là toute une série de chaînes qui traduisent la juxtaposition de plaques différentes. Plus on est au nord, et plus la juxtaposition, la collision est ancienne. Et puis, il y a plusieurs collisions successives en allant vers le sud jusqu'au Pamir, où je vais d'ailleurs vous conduire aujourd'hui. Alors voilà, dans cette plaque indienne qui est responsable de cet orogène, les Himalayas. Un détail, vous voyez ici un désert de sable, le désert du Tarim, qui contient le point le plus bas de la planète, moins 158 mètres. Et c'est un désert qui a à peu près les dimensions de la France. C'est dire l'importance. Alors après, ici, on a la succession des Himalayas de Chine, et ici on a une plaque très ancienne contre laquelle est venue s'appuyer la plaque indienne. Alors voilà les trois régions où j'ai travaillé et où je vais vous conduire. Vous voyez, la première région ici, c'est le Pamir, c'est-à-dire c'est la branche occidentale des Himalayas tibétains. Le Tibet est ici, voilà le plateau du Tibet. Alors on va aller ici, dans les chaînons du Pamir, et on verra les relations avec les chaînes plus anciennes qui sont au nord. Puis ensuite, je vous amènerai au Népal et au Tibet, dans les Himalayas centrales, et nous terminerons avec les Himalayas orientales, ici, à l'articulation entre le Tibet et la République de Chine. Alors, le moteur de tout ça, c'est évidemment l'Inde. Vous voyez la flèche ici. L'Inde pousse devant elle tout ce qu'elle trouve. Et je vous l'ai dit, je ne sais plus à quel propos, mais c'est valable ici également, l'Inde ne peut pas aller ailleurs que vers le nord. Au même titre que l'Amérique du Sud, que l'Afrique, que l'Australie. Tous ces continents, toutes ces plaques se déplacent vers le nord. Pourquoi? Parce que la planète Terre est une planète qui est chaude, 6000 degrés dans sa partie centrale. Cette chaleur se dissipe, engendre la convection, c'est-à-dire ces mouvements de matière entre la croûte et le manteau. Et il se trouve que dans l'hémisphère sud, c'est la partie ascendante de la convection, c'est-à-dire les matériaux chauds qui arrivent
plutôt vers la surface. Ce qui fait que ces matériaux chauds dilatent la croûte. Et cette croûte est plus chaude que la croûte de l'hémisphère nord. 1/10 de degré de plus, ce qui à l'échelle de la planète est beaucoup. Donc, c'est dans cet hémisphère sud qui enfle que vont se rassembler les morceaux de croûte à croûte océanique, lourde et chaude. C'est là qu'on va voir les océans. Océan Pacifique, océan Indien, océan Atlantique, etc. Et par contre, dans l'hémisphère nord, froid, la croûte est plus froide, c'est là qu'on va trouver le maximum de chaînes de montagne. Une chaîne de montagne, ça se traduit par l'empilement de morceaux de croûte. Et par conséquent, plus on monte, plus on s'éloigne de la chaleur du centre de la Terre. Donc, voilà la différence fondamentale entre l'hémisphère nord, froid et montagneux, et l'hémisphère sud, chaud et océanique, en quelque sorte. Une exception, c'est l'Antarctique dont nous parlerons la prochaine fois, qui, curieusement, elle, est relativement stable. Mais pour une autre raison dont nous discuterons la prochaine fois. Alors, ces images-là vous montrent l'évolution de notre planète à partir d'ici. Vous voyez, il y a à peu près 200 millions d'années, et de l'ancienne Pangée, c'est-à-dire le continent unique, qui était le résultat de l'association de toutes les plaques. Alors, vous avez ici en bleu une grande mer, c'est la Paléothétis, c'est la Thétis en quelque sorte, et c'est là que vont se générer toutes les structures intéressantes qui nous concernent aujourd'hui, en particulier dans les Himalayas, dans cette région-là. Alors, ça, c'était il y a 200 millions d'années. Puis, lorsque le temps a passé, eh bien, on va avoir un déplacement de morceaux de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, et en particulier un déplacement de l'Inde qui est ici. Vous voyez, l'Inde qui, elle, va se déplacer vers le nord à une vitesse moyenne de 11 cm par an, ce qui est considérable. Ce qui est considérable. Alors, en se déplaçant vers le nord, vous voyez que cette Inde, elle va générer tout un tas de petites plaques qui vont se déplacer à la surface de cette mer tétisienne qui est ici et qui est représentée en vert. Elle est représentée en vert parce que c'est de la croûte océanique qui est lourde. Elle est fine et lourde. Alors que en rose et rouge, ici, de part et d'autre, vous avez la croûte continentale qui est plus épaisse, évidemment, et qui porte les continents. Alors, la région qui nous intéresse aujourd'hui se situe quelque part par ici. C'est-à-dire, c'est une région où on a successivement, au cours des 200 derniers millions d'années, des paquets de croûtes qui, issus de l'Inde, ici, vont glisser vers le nord et s'enfoncer sous la plaque eurasiatique ici. Alors, vous voyez la position de l'Inde, bon, ici au début du Trias, ici au Jurassique, il y a environ 100 millions d'années, et puis ici, vous la voyez aujourd'hui collée contre l'ancienne plaque eurasiatique. Et vous voyez tous ces petits chicots de plaques, de petites plaques qui sont ici,
qui vont s'agglutiner les unes à côté des autres pour constituer justement les chaînes de montagnes de Chine, en particulier les Himalayas, mais aussi les Altaïdes, le Tian Shan, le Pamir, etc. Donc, d'un point de vue géodynamique, d'un point de vue de l'histoire de la planète, cette région est une région absolument extraordinaire, parce que les petits phénomènes que nous voyons dans les Pyrénées, mettons un paysage de 5 km, là-bas c'est 500, c'est 1000 km, le même objet est 1000 fois plus important, 1000 fois plus développé. Alors voilà la partie occidentale de notre itinéraire, c'est-à-dire la partie sud du Xinjiang, ici. Alors le Xinjiang, je vous le rappelle, c'est une ancienne province de l'Empire ottoman qui a été rattachée à la Chine avec tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est 3 fois la France, 1,6 million de kilomètres carrés, c'est 10 millions d'habitants avec 45 millions d'autochtones, 45% d'autochtones et 40% de Han qui sont venus de Chine, essentiellement de Xi'an et de toutes ces régions, lorsque on a voulu développer le coton dans le Xinjiang. Alors voilà l'itinéraire que je vous propose. Nous allons partir de Doua, des mines de Doua ici. Nous allons aller vers Hotian, ici, dans la partie sud du désert du Tarim. Et puis nous allons traverser le Pamir jusqu'à un col ici, à près de 6000 mètres, qui sépare la Chine du Pakistan. Alors, je suis allé dans cette région il y a une trentaine d'années parce que les compagnies Elf Aquitaine, Total et Ajip avaient un forage en cours dans la région de Hotian ici, et ce forage avait projecté le pétrole dans les terrains jurassiques, les mêmes terrains qui sont concernés par le pétrole dans l'Aquitaine. Et c'est pour ça que, comme j'étais à ce moment-là en détachement dans cette société pétrolière, on m'a demandé d'aller à cette région, et c'est le début d'une aventure qui a duré 25 ans à peu près, puisque j'allais régulièrement en Chine tous les 2 ans. Alors voilà une carte géologique du désert du Tarim, ici, avec un grand accident ici. Vous voyez les flèches qui indiquent le décrochement, et vous voyez l'âge des terrains d'après la teinte. Ça, ce sont des terrains qui sont tertiaires, ils sont jaunes. Il y a des terrains verts, mais les teintes vertes n'ont pas été très bien respectées. C'est dommage. Il y a du bleu, c'est le Jurassique. Il y a du Trias, c'est le rose. Et puis ensuite, il y a des terrains en rose clair et rouge qui sont des terrains anciens, paléozoïques, mais qui viennent de la proximité de l'hémisphère sud. N'oublions pas ça. Ce sont des terrains qui ont traversé les 2 tiers de la planète. Alors voilà, vous voyez ici l'objectif pétrolier, c'était le Jurassique et le Crétacé inférieur. Voilà, il y avait un certain nombre de forages dans le secteur, et vous voyez que c'est une région qui est extrêmement complexe parce que les traits blancs que vous voyez là, ce sont des failles plates. Ça veut dire que tous ces terrains qui sont ici se déplacent vers le nord, ils sont poussés par l'Inde, comme l'indique la flèche ici, et en contrepartie, ces terrains
récents qui sont ici, qui sont tertiaires et quaternaires, eux, ils se soulèvent. Ils se soulèvent donc vers le haut sous l'effet de cette poussée ici. Et on appelle ça une rampe active, c'est-à-dire un plan le long duquel les matériaux se déplacent à plat, à l'horizontale. Voilà une autre coupe qui vous montre ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la succession de blocs ici, depuis le bloc indien ici, jusqu'au bloc des Altaïdes ici, et chaque bloc correspond à une plaque. C'est-à-dire qu'entre chacun des blocs, ici, eh bien, on a des résidus de croûte océanique. Ça, c'est la caractéristique, en quelque sorte, de ces chaînes de montagnes qui sont des grandes chaînes de collision qui n'existent pas dans les Pyrénées. On n'a pas de résidus de croûte océanique dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est à l'intérieur de la croûte, c'est ça, puis ça. Mais ça ne s'est jamais séparé. Il n'y a jamais eu d'océan entre l'Europe et l'Ibérie au sud. Alors qu'ici, on avait des milliers de kilomètres d'océan. C'est dire un peu l'importance du phénomène. Voilà. Nous sommes à Otian et dans un pays musulman à dominante, puisque faisant partie de l'ancien empire turc. Et les coutumes sont encore, bon, ça c'était en 1996, je pense que ça n'a pas changé, sont les mêmes, c'est-à-dire la mosquée, c'est un lieu sacré très important, mais ce qu'il y a aussi et que vous ne voyez pas en Chine, c'est du pain. Vous voyez? Et le pain, on le fabrique dans des fours à même le trottoir, ici. Et puis, on le vend. Les gens n'ont pas du tout l'allure, le faciès chinois. Ce sont des gens ottomans, de l'Empire ottoman. Et vous voyez ici les paysages avec les fermes. Alors, d'un point de vue de la végétation, c'est une région qui est très intéressante parce que ici, au sud, vous avez la chaîne du Kunlun, en quelque sorte, qui arrive à 7500 mètres à peu près d'altitude. Au nord, vous avez le désert, et entre, vous avez des territoires d'oasis qui sont alimentés en eau par ces ruisseaux, ces rivières qui sont là. Et la population vit là-dedans, fait du jardin, etc., dans ces oasis de la partie sud du désert du Tarim. Alors un peu de géologie, comme dans les Pyrénées, il y a au-dessus des terrains primaires ici très anciens et au-dessous des terrains secondaires ici, une grande discordance que l'on appelle la discordance hercynienne, qui est une discordance planétaire, et vous voyez qu'il y a une discordance, c'est angulaire. Ici, les couches sont orientées comme ça à 10-15 degrés vers la gauche, et ici, elles plongent 45 degrés. Voilà. Alors ça, c'est déjà un indice d'environnement mésogéen, tétisien. C'est-à-dire que la Tétis fédère, quand on parle de la Grèce, on verra les mêmes phénomènes également. Cette mer tétisienne, c'est un lien étroit entre ce qui se passe en Afrique, dans la plaque africaine et ses dépendances, l'Australie, etc., et ce qui se passe au nord et en Asie. Voilà. Et voilà la discordance angulaire. Alors, quelque chose que l'on trouve un peu chez nous aussi, ça
100 millions d'années, ça c'est du Crétacé, 130 millions d'années, et entre les deux, ici, bon, il y a une coupure importante, les terrains sont déversés. Mais je vous ai mis cette diapositive pour vous montrer un phénomène téthysien qui est très important. Ici, au niveau du Jurassique, les couches sont noires, sombres, riches en charbon. Il y a des milliers de gisements de charbon exploités dans cette région occidentale de Chine. Par contre, au Crétacé inférieur ici, on a des terrains qui sont rouges et qui sont d'origine essentiellement continentale et éolienne. Et ce que vous voyez ici en rouge, c'est au fil du temps le fer du Crétacé qui s'est infiltré dans le Jurassique. Et alors cette discontinuité qui est ici, eh bien nous en parlerons lorsque nous serons à Lourdes et qu'on examinera le chaînon du Pibeste. C'est un phénomène téthysien que l'on trouve un peu partout. Alors moi, ce qui m'a frappé quand je suis allé dans ce pays, c'est deux choses. Premièrement, la carte. Je savais lire la carte établie par les Chinois ou les Russes à l'époque, puisque les codes étaient les mêmes, les couleurs, etc. Et puis ensuite, des flashs de paysages que l'on retrouve un tout petit peu partout autour de la Thétis, et en particulier cette discontinuité qui est ici, qui au sud de la France est matérialisée par des bauxites. Les bauxites des Baux-de-Provence, des Pyrénées, etc. C'est à ce niveau-là qu'on les trouve. C'est une période où la mer Jurassique s'est retirée et les terres émergées du Crétacé inférieur ont été lessivées par les eaux, ce qui fait que tous les matériaux lessivables sont partis. Il n'y a que le fer qui est resté, parce que le fer résiste à l'érosion. Il ne se mélange pas à l'eau. Voilà les fameuses mines. Alors là, il y en a, vous voyez, et ce sont essentiellement des mines soit familiales, soit de villages, de bourgs, qui exploitent donc le charbon. Et une grande partie de ces mines, d'ailleurs, brûlent actuellement. On n'a pas réussi à contenir la consommation du charbon. Ça, c'est un paysage qui est très caractéristique également de ces régions. Pays de montagne, finalement, végétation pas très importante et des ressources minières importantes. Alors voilà cet épisode dont je parlais tout à l'heure, l'épisode du Crétacé, là où on passe d'un domaine marin à un domaine continental. Et ce que vous voyez ici, ce sont des fentes de dessiccation, c'est-à-dire que lorsque l'eau s'infiltre dans le sol, la terre sèche et se craquelle. Et ensuite, lorsque la sédimentation revient, les craquelures sont remplies de sédiments, ce que l'on voit ici. Ça veut dire que ces terrains-là, eh bien, traduisent l'immersion, traduisent le départ de la mer pendant un certain temps. Et évidemment, à côté de ça, on a le vent. Alors, les figures de sédimentation éolienne sont absolument spectaculaires. On reconnaît ces figures-là à ces strates qui sont un peu dans tous les sens, vous voyez, avec des angles relativement faibles, moins de 35 degrés, qui traduisent finalement le déplacement des matériaux sous l'effet du vent. Alors, voilà toujours ce Crétacé inférieur ici. Et voilà un élément que nous recherchions sur le terrain également, c'est le Crétacé supérieur. C'est-à-dire, nous en parlerons lorsque nous serons dans les Pyrénées, un moment où
la planète Terre est relativement stable, relativement chaude, la mer est haute, il n'y a pas de glace sur les pôles, et cette mer s'étale à l'horizontale, parce que le niveau marin est haut, s'étale à l'horizontale, par exemple, pendant cette période, elle a couvert le Sahara. Elle faisait communiquer la Méditerranée actuelle au golfe de Guinée. Et alors nous recherchions cet épisode-là dans cette région-là. Et nous l'avons trouvé avec, voilà, nous sommes quelque part ici, vous voyez la mer est là, mais ce trait qui est ici montre que la croûte terrestre est active par en dessous. Il y a la mer, mais la croûte bouge. Et voilà les fossiles que l'on trouve sur le terrain qui sont les mêmes que ceux que l'on trouve dans les Pyrénées, en particulier dans le versant espagnol des Pyrénées, mais également dans les Corbières ailleurs. Ce sont exactement les mêmes. C'est la même mer téthisienne qui allait depuis l'Atlantique actuel jusqu'au Pacifique, en bordure de la Thétis. La Thétis était profonde et sur les bords on avait des mers moins profondes avec des fossiles qui au fil du temps ont colonisé toute cette partie nord-thétisienne en quelque sorte. Alors là on est repéré tout de suite. Alors au tertiaire évidemment la poussée de la plaque indienne est telle que la sédimentation est une sédimentation continentale que vous voyez ici, avec des plis évidemment, parce que ça se dépose sur le continent, mais l'Inde continue à pousser. Et là, elle pousse une plaque, la plaque de Pamir, qui n'est pas la plaque indienne proprement dite. Et évidemment, les paysages, ce sont des paysages d'oasis, et quelquefois on y trouve du raisin même. Du raisin de table, évidemment, pas pour faire du vin, mais du raisin de table, et de très bonne qualité. Alors voilà, je vous ai mis ça comme petit clin d'œil pour vous montrer que la sédimentation bouge. Ça, ce sont des calcaires lacustres, et ce que vous voyez ici, c'est tout un tas de replis, c'est-à-dire que sous l'effet des tremblements de terre, eh bien, les couches se déplaçaient les unes par rapport aux autres, et comme elles étaient molles, elles se plissaient, comme vous le voyez ici, par exemple. Alors là, nous sommes toujours dans le tertiaire. Alors là, la ferraille reste sur place, la Thétis s'est éloignée et les couches sont rouges. Et vous devinez les paysages dans lesquels ces prisonniers vivent dans cette prison. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Voilà un cimetière, ici, qui est un cimetière de musulmans. Et voilà les couches du tertiaire qui se développent à l'assaut de la chaîne de Kunlun, où nous allons aller dans un petit moment. Un moulin, parce que on fait du pain, donc il faut de la farine. Le désert qui pousse à une vitesse phénoménale. Regardez le pylône ici. Vous voyez, il est tombé sous l'effet de la poussée de la dune de sable, et ce sable se déplace à l'échelle du Tarim, mais même à l'échelle de la Chine. Quand on va en Mongolie intérieure, c'est la même chose. Ça se déplace du nord vers le sud. Ce sont les vents sibériens qui poussent tout ce sable en direction du sud. Voilà l'équipe de géologues
devant la chaîne du Kunlun, avec ici un géologue ouïghour, et puis ici des géologues chinois, en particulier des géologues ici et là de la Compagnie nationale des pétroles de Chine. Ce sont elles qui ont pris le relais dans nos missions par rapport aux compagnies françaises. C'est avec eux que j'ai travaillé jusqu'à la fin en 2014. Ma dernière mission en Chine, ça a été en 2014. Et là, nous allons à l'assaut du Pamir, avec des lacs ici, avec des montagnes enneigées, des glaciers. Ça, c'est le glacier de Mustagata. Et là, nous sommes au mois d'août. Alors, j'ai mis cette photo également parce que elle est assez étrange. Les reliefs sont clairs, ils se reflètent dans le lac, mais ces reliefs sont faits essentiellement par le vent. C'est-à-dire, c'est le vent qui use en amont et qui dépose en aval. C'est-à-dire que ces collines que vous avez là sont des fausses collines. Vous avez la moitié qui est faite de pierre et l'autre moitié qui est faite de sable. Alors ça donne des paysages un peu lunaires, très, très particuliers. Voilà, la première ville, petite ville, bourgade que l'on rencontre en montant vers le col de Khunjerab, c'est la ville de Tashkorgan, avec évidemment, comme toutes les villes du coin, ce sont des villes avec des mosquées, mais également des forteresses, parce qu'il fallait se défendre contre les ennemis qui venaient à la fois de l'Est, les Han, et à la fois de l'Ouest, c'est-à-dire les Latins et toute cette partie méditerranéenne occidentale. Voilà un hôtel à Tashkorgan et voilà les tenues de nos hôtesses, en quelque sorte. Vous voyez, elles ne sont absolument pas habillées à la chinoise et elles portent le voile. Bon, j'ai mis cette photo également pour souligner le thème majeur qui nous a menés dans cette région. Là, nous sommes dans le Jurassique, il y a 150 millions d'années. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, les couches sont fines, et au fur et à mesure que l'on monte dans la série, les couches sont de plus en plus épaisses. Bien, quand vous allez dans les Pyrénées occidentales, vous trouvez le même phénomène. Et c'est dans ces couches épaisses ici que vont se trouver des gisements de pétrole qui sont alimentés par les couches fines, argileuses, riches en bitume, etc. Alors c'est frappant, vous arrivez là, ici nous sommes à 5000 d'altitude, et vous voyez ça, vous dites, ben oui, c'est le chaînon du Mayarouille au sud de l'Oron. Voilà, et là nous sommes proches du Khunjerab, ici, qui est gardé évidemment, côté chinois, mais vous voyez que l'habitat est relativement rustique. Et je crois qu'ils préfèrent vivre là, d'ailleurs ils nous ont invités à prendre le café ici, plutôt que ici où apparemment il semble qu'il y ait quelques courants d'air. Et là, nous sommes au Khunjerab, à 5000 mètres d'altitude, c'est-à-dire que derrière, c'est le Pakistan et devant, c'est la Chine. Alors, en résumé, en ce qui concerne le Pamir, c'est une chaîne de montagnes qui est très haute, qui est étroite, très escarpée, et riche en pétrole et en charbon.
mais je ne vous amène pas dans les gisements de pétrole qui sont un peu plus au nord, peut-être la prochaine fois, parce que le pétrole arrive à la surface du sol et il y a une ville en particulier où il y a une fontaine de pétrole. Et les gens viennent se servir avec les seaux pour se chauffer. Ça, il faut le faire. Alors, voilà la deuxième région dans laquelle je voulais vous amener, qui est tout à fait différente. C'est la partie méridionale du Tibet, ici, et nous allons partir du Népal, ici, de Kamandou, et nous allons aller jusqu'à Lhasa, en passant par Nyalang, Sakya, Zigadze en particulier. Alors, je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner une idée de l'importance de cette région. Le Tibet, 1 300 000 km², 3 millions d'habitants à peine, il y a plus de yaks, 5 millions de yaks, 5 millions de chèvres et 12 millions de moutons. Alors, effectivement, on en voit partout. Le pic Everest se situe ici. On va le voir de loin, parce que je ne suis pas monté à l'Everest. Voilà la carte géologique. Alors ici, elle est un peu plus lisible. Ce qu'on voit en rose ici, ce sont des terrains anciens, c'est-à-dire des morceaux d'Inde détachés de la plaque indienne très tôt. Ensuite, le Trias est représenté par ces teintes violettes, le Jurassique avec les teintes bleues, le Crétacé avec les teintes vertes également, et en vert foncé, ici ou ailleurs, vous avez des morceaux de croûte océanique, c'est-à-dire des terrains qui par leur nature, ce sont des morceaux de manteau terrestre, par leur nature, traduisent la collision entre les croûtes, finalement. Ce qui fait que lorsque les deux plaques étaient éloignées, la convection faisait monter des roches du manteau, puis lorsque les plaques entraient en collision, eh bien, ces roches du manteau, consolidées, se retrouvaient sous forme d'écailles pincées. Et alors vous les trouvez au milieu de nulle part. Ça, c'est un fouillis inextricable. C'est d'une complexité, c'est effroyable. Moi, j'admire les gens qui ont fait ces cartes. Alors, voilà comme tout à l'heure, ici, vous avez le bloc de Lhasa. Voilà la ville la plus importante que nous allons visiter. Et vous la voyez ici, au Trias, il y a environ 200 millions d'années, rattachée à l'Inde. Ce qui fait qu'elle a traversé l'actuel océan Indien dans son ensemble, cette plaque qui est ici. Avec, ici en noir, vous voyez la subduction, c'est-à-dire la croûte inférieure et le manteau sont plus lourds, et sous l'effet de la poussée, ils ont tendance à passer sous la croûte plus légère. Voilà une coupe. Bon, alors je n'insiste pas, vous voyez que les accidents sont très plats, et ça c'est la croûte indienne, vous voyez, qui va s'enfoncer sur des centaines de kilomètres, vous voyez 50 kilomètres ici, elle s'enfonce sur 500 kilomètres sous les Himalayas, la croûte indienne. La ville de Kamandou, avec au premier plan ici un temple que vous voyez ici. Le voici quand j'étais à Kamandou, et le voici aujourd'hui après le tremblement de terre, le séisme de 2015 qui a fait des dégâts terribles. Des dégâts terribles. Voilà
les épicentres des séismes, et vous voyez qu'ils se situent à proximité du grand accident plat ici, qui met en contact la plaque indienne et la plaque eurasienne. Ceci, c'est en réalité la plaque de Lhasa. Et voilà la ville de Kamandou ici, non, là, ici, vous voyez, en plein dans la zone sismique. Voilà une coupe que j'ai essayé de rendre un peu plus géologique en vous montrant la structure d'ensemble des Himalayas. Vu comme ça, on a l'impression que c'est relativement simple. On a les traits rouges, ce sont des accidents plats qui séparent des écailles, des morceaux de croûte empilés les uns sur les autres. Alors, ce que l'on voit, c'est que là où l'Inde s'enfonce sous l'Asie, les accidents et les couches sont plates. Et puis, lorsqu'on s'approche ici de la plaque de Lhasa, ici, eh bien, les accidents deviennent de moins en moins inclinés jusqu'à devenir verticaux ou bien aller dans l'autre sens. Alors là, quand vous vous promenez sur le terrain, on le voit ça. Il n'y a pas un arbre, il n'y a que du caillou et du sable. Alors il y a quelques herbes quand même parce que les gens arrivent à cultiver le blé dans ces régions, mais enfin... Et en bleu, ici, vous voyez, ce sont les ophiolites, c'est-à-dire les morceaux d'anciens planchers océaniques qui sont coincés dans la croûte. Alors, c'est d'une complexité phénoménale. Il n'y a pas une autre chaîne aussi complexe que la chaîne himalayenne sur la planète. Quelques images de la région de Kamandou. Nous sommes dans le Népal, ici. Alors là, les eaux de pluie venues de l'océan Indien arrosent copieusement la montagne. Ce sont les eaux de mousson et par conséquent, la végétation est luxuriante. Vous allez voir que ça va changer. Bon, là, un paysage de rizière, on s'approche petit à petit de la limite entre le Népal et le Tibet. Les couches sont des couches anciennes, vous voyez, précambriennes, 800 millions d'années. On passe d'un versant à l'autre de la vallée avec des ponts comme ceci, donc des rizières partout, plus ou moins bien entretenues. Là, nous sommes dans une petite ville de frontière où on change de pays et par conséquent, il y a tout un tas de formalités à faire, à assumer. Et ici, le pont de l'amitié. Là, nous montons, vous voyez que la montagne est encore boisée, voilà une petite ville. Là, nous sommes maintenant dans le Tibet. Voilà la première ville du Tibet. Alors, j'ai marqué les effets de l'altitude. En effet, à cause des Jeux Olympiques, quand nous sommes allés dans la région, nous avons été obligés de voyager de nuit. Et nous sommes partis de 1200 mètres à Kamandou jusqu'à 5000 mètres à Nyalong, en l'espace d'une nuit, ce qui fait que le lendemain matin, nous avons été tous malades. Donc, on est resté la matinée là, puis après ça s'est arrangé petit à petit. Voilà les paysages du Tibet, avec les troupeaux de moutons, ici. Les roches, ce sont des gneiss, donc roches anciennes, venues de l'Inde. Les maisons caractéristiques avec leurs trois teintes. Vous voyez, les maisons tibétaines, le blanc indique le corps humain,
le rouge indique la parole et le bleu, le gris ou le vert indique l'esprit. Voilà, autrement dit, on assimile la maison d'habitation à un corps humain. Voilà la moisson, ici, avec des yaks. Vous voyez, on les fait marcher sur le blé ou le seigle. Alors vous voyez où ces cultures ont lieu. Vous voyez, c'est très très exigu, c'est dans les fonds des vallées que l'on arrive à cultiver ces céréales. Voilà, là on approche du Tibet, voilà l'exemple de ces nappes, c'est-à-dire ces couches horizontales qui sont liées au fait que l'Inde passe par en dessous et pousse à l'horizontale. Voilà le mont Everest, vu depuis le monastère de Rongbuk, qui est quand même situé à 4900 mètres. Mais il reste encore plus de 5000 mètres pour aller jusqu'au sommet de l'Everest. Les terrains, ce sont des terrains du Paléozoïque, des calcaires, des grès, etc. Alors, ce qui m'a frappé dans ces régions, c'est quand on regarde le long d'un itinéraire qu'on croise la montagne des Himalayas, c'est la complexité, et puis lorsqu'on se déplace à l'horizontale, en sens à 90 degrés, d'est en ouest, alors là c'est des milliers de kilomètres où on retrouve les mêmes couches. Toujours les mêmes couches sur des centaines et des centaines de kilomètres. C'est pas comme dans les Pyrénées, où, si vous voulez, il y a une mosaïque de blocs kilométriques, en quelque sorte, plurikilométriques. Tandis que là, vous avez des unités qui font 4-5 000 kilomètres de long. Tellement, si vous voulez, la compression et la subduction de l'Inde contre l'Afrique s'exercent sur une distance très grande, sur des milliers de kilomètres. Alors voilà, nous avons quitté, vous voyez l'Everest qui est ici, le Komo Lama comme on l'appelle au Tibet, et nous allons maintenant dans la région de Sakya. Voilà, Lhasa est ici. On va traverser tous ces terrains vite fait. Vous voyez ici les montagnes de la région de l'Everest, et ici vous avez des étendues très monotones avec des terrains qu'on appelle des flysch, c'est-à-dire des terrains composés d'une alternance d'argile, de grès, etc., très fins, et qui sont évidemment violemment plissés, où nous irons tout à l'heure. Alors, ce qui est frappant dans la région, mais ceux d'entre vous qui êtes allés en Chine l'ont vu, c'est finalement dans les lieux de rencontre l'importance de tous ces drapeaux. Mais ça, c'est caractéristique du Tibet essentiellement, mais on en trouve aussi en Chine du Sud. Voilà un premier monastère, ici. En arrière-plan, les ophiolites, c'est-à-dire des roches qui viennent du manteau terrestre. Vous voyez, il y en a quand même un sacré paquet. Là, nous arrivons à Chigatse. Nous avons d'autres ophiolites également, les roches du manteau. Il n'y a pas un poil de végétation dessus. Un monastère, comme il y en a des centaines au Tibet. Voilà, ceci, ce sont des bonnets rouges. Ça, c'est la salle de prière, et ça, ce sont les chambres, en quelque sorte.
Les terrains que l'on trouve dans la région, ce sont des flysch du Jurassique, c'est-à-dire une alternance de couches fines, gréseuses et argileuses, et localement il y a des intercalations de basalte qui correspondent à des venues issues du manteau terrestre. Voilà un lac sacré évidemment, comme la plupart des lieux que l'on trouve dans le Tibet. Tout est sacré là-bas. Le flysch jurassique qui est froissé, cassé, avec des veines de silice que vous voyez là. Un autre monastère, ça c'est la ville de Shigatse. Ça, c'est une ancienne forteresse qui n'est plus habitée, évidemment. Les forteresses, c'était des lieux où les gens se réfugiaient quand les barbares arrivaient. Et puis ça, ce sont les fameux moulins à prière. Du granit, qui est ici, qui est d'origine continentale. Donc, on est bien dans un bloc continental. On a quitté la zone de sédimentation marine, et ce granit il vient des Indes quand les Indes étaient situées près du pôle sud. Donc il a voyagé d'une dizaine de milliers de kilomètres à peu près. Et nous arrivons à Lhasa au terme de notre itinéraire. C'est la capitale, avec toujours ces granites qui sont ici, avec l'érosion éolienne ici. Il n'y a pas de végétation dont le vent érode. Voilà la route d'accès à un monastère. Ce village, c'est un monastère. Il n'y a que des moines qui vivent là, que nous avons visité également. Les non-moines vivent ici. Et nous arrivons à Lhasa avec le Potala, qui est un magnifique bâtiment que l'on visite et qui est occupé. Voilà les pèlerins qui sont à genoux, pieds nus, et qui s'avancent progressivement en direction du Potala. Voilà la ville de Lhasa, avec la rivière le Brahmapoutre. Ça c'est vu depuis le Potala qui est ici. Voilà, ça c'est la ville récente, moderne. Un tunnel qui est creusé dans le granit, toujours ce granit de la région de Lhasa. Et voilà le Brahmapoutre, cette grande rivière qui vient de l'est du Tibet, qui traverse tout le Tibet et qui descend vers... non, j'ai dit l'est. Elle part à l'ouest du Tibet, traverse tout le Tibet et elle descend au Bangladesh, le Brahmapoutre, avec évidemment une érosion très importante que l'on retrouve ici dans les dunes de sable qui encombrent le lit de la rivière. Et voilà, on quitte le Tibet et vous voyez ici le mont Everest qui se situe là. Et je vous amène maintenant plus à l'est, dans le dernier secteur, c'est-à-dire à l'articulation entre le Tibet et le Yunnan, qui est ici, qui est une province chinoise. Et alors, notre itinéraire va nous conduire depuis la capitale du Yunnan, Kunming, jusque ici dans la zone de faille, que je n'ai pas détaillé, on le fera peut-être une autre fois. Alors, vous voyez, le Yunnan, c'est une province à peu près de la même dimension que la France, 45 millions d'années. Ce sont des Han, mais avec une particularité
que je soulignerai tout à l'heure. Et évidemment, c'est la région où il y a tout un tas de minorités. Ceux d'entre vous qui ont visité Pékin sont allés sûrement visiter le musée des minorités. On a parqué au sommet d'une colline toutes les minorités chinoises avec leur habitat caractéristique, leur jardin, etc. Et on visite ça comme un musée. Voilà la carte géologique. Alors, ce qu'il faut souligner ici, c'est surtout la tectonique. Ça, c'est la corne, l'une des cornes de l'Inde qui a comprimé la plaque chinoise ici et déterminé la mise en place de toute une série de failles qui engendrent périodiquement des tremblements de terre absolument catastrophiques. On visite dans cette région-là une ville de 30 000 habitants qui est totalement déserte maintenant, qui a été totalement détruite. Alors, pour nous géologues, quand on va dans le Yunnan, on va visiter justement la forêt de pierre, la Stone Forest. La forêt de pierre, ce sont des calcaires du Permien, c'est-à-dire à peu près 250-280 millions d'années, qui étaient agrégés à la plateforme chinoise. Et eux, ils viennent pas d'Inde, ils sont restés solidaires de la plaque chinoise ou la proto-plaque chinoise. Et alors, les couches sont horizontales, ce qui fait que l'érosion a entaillé profondément ces calcaires. Et alors, il y a tout un circuit, on va voir des petits monastères comme celui-ci. Et là, vous avez un fossile, c'est un polypier caractéristique du Permien. C'est une région où les Chinois ont investi énormément, essentiellement en relation avec la proximité du Tibet, pour des raisons évidentes. Et alors, vous voyez, ici, on a une autoroute, et cette autoroute traverse un domaine où on a des argiles, les argiles du Trias, qui, si on n'avait pas mis cette construction, j'ai pris cette photo parce que moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Regardez un peu l'importance de la maçonnerie. Et tout ça, c'est enchâssé dans le sol et ça tient littéralement la colline, de manière à protéger l'autoroute qui passe ici. Actuellement, je pense qu'il aurait mieux valu faire un tunnel. Mais enfin... Alors, voilà des paysages également qui sont des paysages verts avec toujours pareil ces ophiolites, c'est-à-dire ces roches issues du manteau terrestre. La culture du riz, ce sont des régions qui sont très riches en eau, arrosées également. Alors c'est le riz, ce sont aussi les théiers que l'on voit ici. On est dans la haute vallée du fleuve Bleu. C'est une rivière qui provient du Tibet et qui a une histoire un peu particulière que je vais vous raconter très rapidement. Voilà, des roches métamorphiques comme les gneiss qui sont rattachées à la plaque chinoise, cette fois. Des pagodes, il y en a dans toutes les villes sont absolument superbes, en particulier la nuit, avec ces murs crénelés, ces toitures qui sont éclairées, illuminées, et puis surtout les pagodes que l'on trouve un peu partout. Voilà, ça c'est la Chine, voilà une ville, la ville de Lijiang,
qui a été détruite, vous voyez, en 1996 par un tremblement de terre et qui a été reconstruite. J'étais là en, je ne sais plus, peut-être 2000-2002. Alors voilà des terrains également que l'on trouve dans cette région. Ce sont des terrains calcaires avec des dolines, voyez. Et alors, j'ai pris cette photo parce que il y a là un champ de maïs tout autour et du maïs au fond également. Et alors, les calcaires qui sont ici sont karstiques, karstifiés, ce qui fait qu'il y a tout un tas de trous, en quelque sorte, comme dans notre Massif central occidental. Une ancienne exploitation de mines d'or également. Alors ça, c'est un site qui est absolument extraordinaire. Ce sont les gorges du Saut du Tigre. Alors, d'un point de vue géologique, vous voyez des montagnes abruptes, un premier relief glaciaire avec des bords en quelque sorte abrupts, une vallée en U, puis ensuite ici une vallée alluviale avec des terrasses horizontales, comme ça, à plat, et puis un mouvement de terrain himalayen par la suite et la rivière s'encastre. Et tout ça au quaternaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas en Europe des phénomènes comme ça, des phénomènes aussi vigoureux, importants, qui traduisent finalement l'activité de la croûte terrestre. Et alors, on visite les gorges du Saut du Tigre. Alors, les Chinois sont malins parce qu'ils ont mis un escalier qui descend. Alors on descend, et puis on arrive en bas, on dit il faut remonter tout ça. Alors c'est pas possible. Alors dans un coin, il y a des gens qui vous attendent et qui vous remontent jusqu'au sommet à travers toutes les marches d'escalier. Ah, ça aussi c'est typique, moi j'avais jamais vu ça. Un groupe folklorique de femmes maîtresses si vous voulez, qui travaillent dans les champs, elles ont un petit sac au dos et elles ont dans la tradition tous les pouvoirs. C'est elles qui dans les foyers commandent. Et alors, elle chantait et les hommes ici sont réduits à faire de la musique. Quelque chose également d'extraordinaire, c'est la capture du fleuve bleu. C'est-à-dire que, vous voyez la flèche qui est ici, pendant des milliers ou des millions d'années, la rivière issue du Tibet descendait comme ceci, en direction de l'océan Indien et pour alimenter la vallée du fleuve Rouge. Le fleuve Rouge descend dans le Vietnam actuel. Et à un moment donné, ici, une petite rivière qui s'en va, elle, vers la mer de Chine, c'est-à-dire vers l'est, ça c'est le sud, ça c'est l'est, a capté le grand fleuve. C'est un phénomène de capture qui est absolument extraordinaire. Ce qui fait que, vous voyez, le fleuve bleu est ici actuellement, mais cette rivière qui est ici, elle descendait ici pour donc alimenter le Mékong, le fleuve Rouge, et descendre jusqu'au Vietnam. Et là, il y a un phénomène de capture, et le fleuve bleu est devenu l'un des plus grands fleuves de Chine, puisque c'est là que se situe le barrage des Trois Gorges, que je vous amènerai en visite prochainement, si on a le temps. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.